Imaginez l'odeur de la terre humide, la puanteur ammoniacale et le sifflement discret des vipères dans l'obscurité. C'est ici, au fond d'une fosse boueuse et non dans des palais dorés, qu'a été déclenchée la réaction en chaîne qui allait noyer l'Europe dans le sang pendant 2 siècles. Vous pensez connaître l'histoire des Vikings grâce aux séries télévisées? Oubliez tout. La réalité était bien plus effrayante, cynique et folle que n'importe quelle fiction. Dans ce récit, nous dévoilerons la véritable ampleur de la vengeance qui a débuté par la malédiction d'un vieil homme à l'agonie. Vous découvrirez ce qui se cache réellement derrière le terme effroyable d'aigle de sang, et pourquoi même les guerriers les plus endurcis détournaient le regard de cette exécution. Nous raconterons comment une poignée de marcassins a transformé des rois en cibles vivantes, et pourquoi le plus grand siège de Paris s'est soldé par la trahison la plus honteuse de l'histoire de l'Empire. Vous entendrez l'histoire d'un viking qui a humilié un monarque simplement en lui baisant le pied, et comment un noble conquérant a orchestré le premier génocide de l'histoire à des fins de gestion, forçant les gens à manger ce qu'il est terrifiant ne serait-ce que d'imaginer. Restez jusqu'à la fin, car le dénouement de cette saga n'est pas un happy end hollywoodien. Nous parlerons des funérailles du plus grand roi du Moyen-Âge, qui se sont transformées en un cauchemar biologique si répugnant que les prêtres s'enfuirent de la cathédrale, horrifiés. L'histoire, celle qui met vraiment mal à l'aise, commence maintenant. Imaginez l'odeur. Pas celle de la mer ou du feu de camp, familière des sagas héroïques. Non. Imaginez la puanteur épaisse et ammoniacale d'un espace clos où des dizaines de reptiles défèquent, muent et meurent de faim depuis des semaines. C'est l'odeur de la terre crue, imprégnée d'urine et d'attente de la mort. Vous êtes au fond d'une fosse. Au-dessus de vous, dans un carré de ciel anglais gris, des silhouettes se dessinent. Elles rient. C'est par ce rire que commence la fin du monde connu. Nous avons l'habitude de penser que l'histoire bascule dans les salles du trône, sous le crissement des plumes signant des traités de paix. Quelle absurdité! L'histoire change de cours ici, dans la boue, sous le sifflement de vulgaires vipères. Levez les yeux. Voyez-vous cet homme au manteau coûteux, serrant sa coupe de vin comme s'il s'agissait du sceptre de la création? C'est le roi Aella, le souverain de Northumbrie. Et en ce moment même, il commet l'erreur la plus coûteuse de l'histoire de l'Europe médiévale. Il pense tuer un pirate. Il croit exécuter un bandit qui a trop longtemps harcelé ses côtes. Aella ne comprend pas qu'en jetant ce prisonnier dans la fosse, il n'élimine pas simplement un concurrent. Il dégoupille la grenade qui va réduire son royaume en miettes. Nous sommes en l'an 865. Ce repère temporel est crucial. Retenez ce moment. Jusqu'à cette seconde, les Vikings étaient pour l'Europe une sorte de catastrophe naturelle, comme la grêle qui détruit les récoltes ou un incendie soudain. Ils arrivaient, pillaient les monastères, égorgeaient les moines, prenaient l'argent et disparaissaient dans la brume. C'était du business. Sanglant, cynique, mais du business. Aucun des hommes du Nord ne voulait mourir pour une terre étrangère. Ils avaient besoin d'or pour vivre richement chez eux, dans les fjords. Mais le roi Aella, s'enivrant de son triomphe local, est en train de changer les règles du jeu. Regardez celui qui gît en bas, Ragnar Lodbrok, ou celui que les sagas nomment Ragnar, l'homme mythe, l'homme marque. Son pantalon de cuir, qui lui a valu son surnom, est maintenant déchiré et imprégné de boue. Il ne ressemble pas au héros de série à la coupe de cheveux impeccable. C'est un vieillard battu, brisé par la torture, dont le corps est une carte de cicatrices. Les serpents n'attaquent pas tout de suite. Ils sont à sang froid, ils ont besoin de chaleur. Mais la rage et la peur de l'homme provoquent leur instinct. Une première morsure, une deuxième. Avez-vous déjà vu comment agit le venin de serpent? Ce n'est pas une obscurité instantanée, c'est une terreur lente et paralysante. Les toxines
commencent à détruire les cellules sanguines. Le système nerveux déraille. L'homme perd le contrôle de ses membres. Ses poumons s'alourdissent, comme si l'on posait une pierre tombale sur sa poitrine. Ce n'est pas une mort héroïque, l'épée à la main. C'est une asphyxie dans la boue. Et c'est là, au seuil du néant, que se produit une anomalie psychologique qui tourmente les historiens depuis 1000 ans. Au lieu d'implorer pitié, au lieu de crier de douleur, Ragnar se met à parler. Sa voix est rauque, entrecoupée. Le venin atteint déjà le larynx, mais le roi Hela, en haut, ordonne à la foule de se taire. Il veut savourer le moment. Il veut entendre les supplications. Hela se penche au-dessus du bord de la fosse, captant avidement chaque mot. Il pense contrôler la situation. Quelle ironie! La victime ici n'est pas celui qui est en bas. La victime est celui qui se tient en haut. Comme les marcassins grogneraient s'ils savaient comment meurt le vieux sanglier, crache Ragnar avec du sang. La foule rit. Le roi Hela ricane. Pour eux, ce n'est que le délire d'un vieil homme fou, une métaphore agonisante. Les marcassins. Mignon, n'est-ce pas? Les Saxons perçoivent cela comme un aveu poétique de défaite. Ils entendent une allégorie rurale, mais ils écoutent sans entendre. Ragnar Lodbrok, dans ses dernières secondes, ne philosophe pas. Il donne un ordre opérationnel. Ce n'est pas de la poésie, c'est un code d'activation. Et là, dans son arrogance, a oublié une chose fondamentale de la culture scandinave. La vendetta pour eux n'est pas une émotion, c'est un devoir juridique, c'est une obligation économique. En tuant Ragnar de cette manière honteuse et humiliante, sans armes à la main, comme du bétail, Hela a transformé un simple roi des mers en martyr, en saint du panthéon païen. S'il avait simplement tranché la tête de Ragnar au combat, ses fils auraient pleuré, bu de la bière, composé un poème et continué à piller Paris ou Dublin. Mais la fosse aux serpents, c'est un crachat au visage de tout le Nord. Maintenant, mettez-vous à la place du roi Hela. Vous êtes au bord du gouffre, regardant la vie quitter le corps de votre ennemi. Vous ressentez un soulagement. Le monstre du Nord est mort. Vous vous tournez vers votre suite, vous redressez les épaules. Vous êtes le vainqueur. Vous êtes le défenseur de la foi. Vous pensez avoir assuré la sécurité de vos frontières pour une génération. Vous vous trompez. Vous venez de signer l'arrêt de mort non seulement de vous-même, mais aussi de milliers de vos sujets, de chaque paysan, de chaque moine, de chaque femme en Northumbrie. Parce que les mots sur les marcassins volent déjà à travers la mer du Nord. Pas littéralement, bien sûr, mais les rumeurs au IXe siècle se propagent plus vite que la peste. Navires marchands, espions, transfuges. La nouvelle de la manière exacte dont Ragnar est mort atteindra le Danemark avant que le corps dans la fosse n'ait le temps de refroidir. Le venin de serpent a arrêté le cœur d'un homme, mais il a empoisonné l'avenir de toute une île. La chronique anglo-saxonne est sèche. Elle écrira « Cette année-là, les païens arrivèrent en Grande-Bretagne ». Mais nous savons, vous et moi, ce qui se cache derrière ces lignes arides. Hela part festoyer. Il boit du vin, discute des impôts et planifie peut-être une campagne contre ses rivaux du sud de l'Angleterre. Il dort tranquillement. Pendant ce temps, sur l'autre rive de la mer, dans les longues maisons sombres qui sentent la fumée et le bois humide, les marcassins commencent à aiguiser leurs haches. Et ce ne sont pas les adorables petits animaux que le roi imaginait. Ivar le désossé, Bjorn côte de fer, Ubba, Sigurd œil de serpent. Des noms qui feront bientôt frémir chaque chrétien de York à Rome. Ils ne pleurent pas en apprenant le sort de leur père.
Les Vikings ne versent pas de larmes en vain. Au lieu du deuil, ils entament ce que les analystes militaires modernes appelleraient une mobilisation totale. La mort de Ragnar devient un catalyseur, un prétexte pour unir des clans disparates qui d'habitude s'entre-déchiraient en un seul point. Aela pensait avoir tourné une page de l'histoire. En réalité, il vient d'écrire la préface de l'Apocalypse. Les serpents dans la fosse ont fait leur œuvre. C'est maintenant au tour des dragons. Des dragons sur les proues de centaines de navires qui fendent déjà les vagues, capent sur les côtes anglaises. Le silence au-dessus de la fosse est trompeur. Ce n'est pas la paix, c'est l'inspiration avant le cri. Le poison dont nous parlions ne se matérialise pas immédiatement. D'abord, il se transforme en mots, porté par le vent et les voiles à travers la mer du Nord. Imaginez comment cette nouvelle atteint les côtes du Danemark. Elle n'entre pas avec les pleurs des veuves. Elle entre doucement, en chuchotement, dans les salles enfumées où festoient les fils de Ragnar. Ivar, Ubba, Halfdan. Pensez-vous qu'ils ont renversé les tables dans un accès de chagrin? Pensez-vous qu'ils ont déchiré leurs vêtements? Gardez ces scènes pour les drames bon marché. Ces hommes sont des professionnels de la guerre. Pour eux, la mort de leur père est certes une perte, mais c'est surtout une opportunité. Un casus belli, un motif de guerre dont rêve tout général ambitieux. Regardez Ivar le désossé. Les sagas le dépeignent comme un infirme porté sur un bouclier. Il souffrait peut-être de la maladie des os de verre, une anomalie génétique. Mais regardez ses yeux. Il n'y a pas de pitié. Et encore moins la folie du berserker, mordant le bord de son bouclier. C'est une intelligence froide et calculatrice qui est à l'œuvre. Ivar comprend. Le temps des petits pillages est révolu. L'époque où l'on pouvait voler quelques vaches et un chandelier en or touche à sa fin. Il faut saigner l'Europe pour de vrai. Et les mots de son père sur les marcassins, Ivar ne les prend pas comme un adieu sentimental, mais comme un plan d'affaires. Commence alors ce que les chroniqueurs anglo-saxons appelleront avec horreur la grande armée païenne. Réfléchissez à ce nom. Auparavant, ils écrivaient danois, normands, païens. Maintenant, apparaît le mot armée. C'est un changement de paradigme. Dans les ports de Scandinavie, l'inédit se produit. Ce n'est plus le rassemblement de la bande d'un jarl chanceux, c'est une mobilisation totale. Les haches cognent, les chaînes centenaires tombent, la poix bout. Si vous aviez un satellite pour observer le Danemark en l'an 865, vous verriez les fjords noircir sous le nombre de quilles. Des centaines de dracars, pas une dizaine, ni deux, des centaines. C'est une flotte d'invasion comparable seulement au débarquement de Normandie 1000 ans plus tard. Tout le monde afflue ici. Rois exilés, fils cadets sans héritage, mercenaires assoiffés de gloire et meurtriers fuyant la justice. Ivar et ses frères leur offrent quelque chose de plus que de l'argent. Ils leur offrent de la terre. Ils leur offrent l'immortalité dans les sagas. Ils proposent de faire de l'Angleterre leur domaine personnel. Ce n'est plus un raid, c'est une migration de la mort. Les Vikings emmènent femmes et enfants. Cela signifie une chose, ils n'ont pas l'intention de revenir. Ils viennent pour rester. Vers la fin de l'année 865, alors que les tempêtes hivernales commencent déjà à plomber les eaux de la mer du Nord, cette armada appareille. Imaginez ce son. Le craquement de milliers de rames frappant l'eau à l'unisson. Le claquement des voiles brodés de corbeaux et de dragons. La mer s'affaisse littéralement sous le poids de l'acier scandinave. Ils n'y vont pas à l'aveuglette. Ivar est un génie de la logistique. Il sait qu'attaquer la Northumbrie, où siège le meurtrier de son père, de front est stupide. On les y attend. Il y a des falaises et des forteresses,
C'est pourquoi le coup est porté là où on ne l'attend pas, en Est-Anglie. Les habitants, voyant une forêt de mâts à l'horizon, priaient probablement pour que ce soit une flotte commerciale. Mais lorsque les dracars s'échouent sur le sable et qu'une avalanche d'hommes armés de haches se déverse sur le rivage, l'espoir meurt en premier. Cependant, quelque chose d'étrange se produit ici. Au lieu de tout brûler immédiatement, les Vikings s'arrêtent. Ivar le Désossé fait preuve de ruse. Il ne veut pas gaspiller ses forces dans une guerre contre l'Est-Anglie. Il a besoin d'une base. Il a besoin d'une tête de pont. Et il propose au roi d'Est-Anglie un marché qu'il est impossible de refuser. Donne-nous des vivres, donne-nous un abri pour l'hiver et surtout, donne-nous des chevaux. Et nous ne toucherons pas à ton royaume. Nous partirons vers le nord. Réfléchissez une seconde. Qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous payé le diable, sachant qu'il irait tuer votre voisin ? Bien sûr. Le roi d'Est-Anglie fait exactement cela. Il trahit ses voisins pour sauver sa peau. C'est un classique de la politique. Et c'est ici que se produit une mutation clé dans la tactique viking. Les chevaux. Nous avons l'habitude de voir les Vikings à pied, sur des dracars. Mais Ivar met son infanterie à cheval. Ils ne deviennent pas une cavalerie au sens chevaleresque, ils ne savent pas combattre à cheval. Mais ils utilisent les chevaux comme moyen de transport. C'est la naissance de l'infanterie motorisée médiévale. La vitesse de déplacement de la grande armée païenne augmente considérablement. Ils peuvent désormais parcourir d'immenses distances en une journée, apparaissant là où les Saxons ne les attendent que dans une semaine. C'est un choc. C'est le Blitzkrieg du IXe siècle. Les Saxons, lents, lourds, habitués aux longs rassemblements de milices, n'ont tout simplement pas le temps de réagir. Pendant que le messager galope vers le roi avec la nouvelle du débarquement, les Vikings pillent déjà la ville suivante. L'hiver 866 se passe en préparatifs. Dans le camp viking, on forge des épées, on répare des cottes de mailles et on discute des itinéraires. Ils engraissent les chevaux, ils étudient les cartes. Les paysans locaux regardent avec horreur ces géants qui parlent une langue gutturale et sacrifient à leurs dieux directement dans les champs où l'on semait autrefois le blé. L'air est électrique. Tout le monde comprend. C'est le calme avant la tempête qui emportera l'ancien monde. Ivar, assis près du feu, souriait sûrement de son sourire effrayant, caressant le manche de son couteau. Il sait que le roi Aella en Northumbrie célèbre encore sa victoire sur Ragnar. Aella ne se doute probablement même pas qu'une lame longue de plusieurs milliers de guerriers est déjà posée sur sa gorge. La vengeance est un plat que les Vikings ne servent pas froid, mais cru, saignant. Lorsque la neige fond, la grande armée se met en mouvement. Ce n'est pas une foule chaotique, c'est une machine de destruction organisée et disciplinée qui marche vers le nord. La terre tremble sous les sabots de milliers de chevaux. Le ciel s'assombrit de la fumée des villages en feu qu'ils laissent derrière eux comme marqueur de leur passage. Ils vont à York, la capitale du Nord, riche ville commerçante, héritière de la gloire romaine, ne se doute de rien. York est occupée par ses querelles intestines. Les Northumbriens, comme toujours, se déchirent pour le pouvoir, sans remarquer que la mort elle-même s'approche de leurs murs. Ivar le sait. Il a des espions partout. Il sait que les portes de York sont les dents pourries dans la gueule d'un lion décrépit. Et il compte les faire sauter d'un seul coup. Alors qu'à York le sang des luttes intestines refroidissait, des bannières au corbeau noir apparurent à l'horizon. L'oiseau d'Odin déployait ses ailes, anticipant le festin. La Toussaint, le 1er novembre 866. Les chrétiens se préparent à prier pour les âmes des défunts. Les Vikings se préparent à fournir ces âmes. Une ironie du sort
digne de la plume du diable lui-même. L'histoire a levé la hache. Et ce coup brisera la Grande-Bretagne en deux. Le 1er novembre 866. Retenez cette date. C'est le jour où le monde chrétien s'est pour la première fois véritablement noyé dans son propre sang. York, la capitale du Nord, se prépare pour la fête, la Toussaint. Les cathédrales sont pleines de monde, l'air est épais d'encens, les prières pour les morts résonnent. La ville est détendue, la garde est ivre ou en prière. Personne ne regarde les murs. Pourquoi ? Après tout, la guerre est une affaire d'été, noble, saisonnière. Qui fait la guerre en novembre, quand la boue arrive jusqu'aux genoux ? Ivar le désossé fait la guerre. Pour lui, la Toussaint n'est pas une fête. C'est une vulnérabilité tactique. C'est une porte ouverte. Pendant que les prêtres chantent des psaumes, les Vikings sont déjà à l'intérieur. Ils ne prennent pas les murs d'assaut héroïquement, comme au cinéma. Ils s'infiltrent comme un brouillard toxique. Les portes sont ouvertes. Peut-être par des traîtres, peut-être simplement par bêtise. Et lorsque les premiers cris déchirent le cœur de prière, il est déjà trop tard. York n'est pas tombé. York a été éventré. Imaginez ce contraste. L'or des ustensiles d'église et l'acier noir des haches du Nord. Les vêtements blancs du clergé et les éclaboussures rouges sur les autels. Les Vikings n'épargnent personne. Ce n'est pas un simple pillage, c'est une thérapie de choc. Les Northumbriens tentent de résister. Les anciens ennemis, le roi Aella et son rival Osbert, qui se sont entretués pendant des années dans une guerre civile, comprennent soudain. Leurs petites querelles n'ont plus d'importance. Ils s'unissent face à la fin du monde. Trop tard. L'armée d'Ivar broie leurs forces unies avec une impitoyabilité mécanique. Osbert est tué au combat. Il a eu de la chance. Il est mort en guerrier. Un autre sort attend le roi Aella. On ne le tue pas. On le prend vivant. La scène qui se déroule après la bataille n'est pas pour les âmes sensibles. Mais vous devez la voir. Ne détournez pas le regard. L'histoire, ce n'est pas seulement des défilés de la victoire. Ce sont aussi ces moments où la cruauté humaine devient une forme d'art. On traîne Aella à travers la ville en ruine. Lui, le maître d'hier de la vie et de la mort, est jeté dans la boue devant les fils de Ragnar. La boucle est bouclée. Vous vous souvenez de la fosse ? Vous vous souvenez du rire d'Aella ? Maintenant, ce sont d'autres qui rient. Ivar regarde le prisonnier. Dans son regard, pas de colère. Seulement la froide curiosité d'un chirurgien prêt pour une opération complexe. Il n'a pas l'intention de simplement trancher la tête d'Aella. Ce serait trop simple, trop humain. La dette de sang doit être payée avec intérêt. Les Marcassins sont venus et ils vont recouvrer cette dette de manière à ce qu'on en parle pendant 1000 ans. Commence alors le rituel qui entrera dans l'histoire sous le nom d'aigle de sang. Les historiens débattent encore pour savoir si ce rituel était une réalité ou un conte effrayant inventé plus tard. Mais l'horreur dans les yeux des témoins oculaires, consignée dans les chroniques, est trop réelle pour être une invention. On met Aella à genoux. On dénude son dos. Le vent froid de novembre touche la peau du roi pour la dernière fois. Le silence règne alentour. Des milliers de guerriers se taisent. On n'entend que la respiration lourde de la victime et le crépitement du feu. Nous n'entrerons pas dans les détails anatomiques. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'acier pénètre exactement dans la chair. L'horreur n'est pas dans le sang. L'horreur est dans le son. Imaginez un craquement sec, répugnant. Le bruit avec lequel les côtes se brisent lorsqu'on les sépare de la colonne vertébrale. Crac, crac, crac. Cela ressemble au pas d'un géant sur du bois mort dans une forêt d'hiver. Aella est encore en vie. Il est conscient. Telle est l'essence de la torture.
La victime doit sentir chaque moment de sa transformation. Les bourreaux agissent méthodiquement, sans hâte. Ce ne sont pas des maniaques, ce sont des prêtres d'Odin. Ils transforment un homme en symbole. Les côtes sont écartées, comme des ailes sinistres et ensanglantées, qui n'élèveront jamais leur propriétaire dans le ciel. Les poumons du roi, se soulevant à un rythme artificiel, se retrouvent exposés à tous les vents. On dit que si l'on saupoudre les plaies de sel, la douleur devient absolue, blanche, aveuglante, au-delà de la compréhension humaine. Les fils de Ragnar l'ont-ils fait? Très probablement. La vengeance ne connaît pas de mesure. Et là, voulez voir comment meurt le vieux sanglier? Il est maintenant devenu lui-même une leçon. Il est devenu un oiseau grotesque, crucifié sur le sol. Regardez les visages des Saxons qu'on a forcés à regarder cela. Ils ne crient pas, ils sont paralysés. Leur psychisme est brisé. Ils ne voient pas simplement l'exécution de leur roi, ils voient l'exécution de leur Dieu. Comment le Christ a-t-il pu permettre cela? Pourquoi les cieux se taisent-ils quand un souverain terrestre est démonté pièce par pièce comme une poupée? À cet instant, une peur poisseuse et animale s'installe dans l'âme des Anglo-Saxons. Ils comprennent. Ces hommes du Nord ne sont pas des humains. Ce sont des démons échappés de l'enfer. Quand Aella finit par mourir, on laisse son corps dans cet état, comme un message. York est tombé. Le roi est transformé en bouillie sanglante. Mais pour Ivar et ses frères, ce n'est que le début. Regardez la carte de l'Angleterre de l'époque. Elle ressemble à une courte pointe. Northumbrie, Mercie, Est-Anglie, Wessex. 4 royaumes, 4 piliers du pouvoir saxon. Un pilier vient de s'effondrer, soulevant un nuage de poussière et d'horreur. Il en reste 3. Ivar s'essuie les mains. Son aigle de sang est une réussite. Il n'a pas seulement tué un ennemi, il a créé une marque de terreur. Désormais, avant que l'armée viking n'approche de la ville suivante, la renommée de ce qu'ils ont fait à Aella y arrivera. La peur les précédera, ouvrant les portes mieux que n'importe quel bélier. Les marcassins sont nourris, mais ils ne sont pas rassasiés. Le goût du sang n'a fait qu'aiguiser leur appétit. La grande armée païenne fait volte-face. Le nord est soumis. Le regard se tourne maintenant vers le sud, vers les riches terres de Mercie et d'Est-Anglie. Il y fait chaud, il y a de l'or. Il y a des rois qui pensent encore qu'on peut négocier avec le diable. Naïf. La cathédrale d'York est en ruine, profanée et pillée. L'odeur de l'encens s'est mêlée à l'odeur de la viande pourrie. C'est l'odeur d'une nouvelle ère. Une ère où la miséricorde est considérée comme une faiblesse et la cruauté comme une vertu. Le soleil se couche sur York, peignant le ciel de teinte pourpre, comme pour refléter ce qui s'est passé sur Terre. L'ombre des ailes de l'aigle recouvre la Grande-Bretagne. Et cette ombre ne fera que grandir. L'ombre des ailes de l'aigle qui a recouvert York n'est pas restée au nord. Elle a commencé à s'étendre, comme une tache d'encre sur une carte, dévorant 1000 après 1000. Ce qui se passe après l'exécution d'Aella, les historiens l'appellent l'effet domino. L'un après l'autre, les anciens royaumes anglo-saxons commencent à s'effondrer comme des châteaux de cartes dans le vent. Regardez la carte politique de la Grande-Bretagne en l'an 869. Ce n'est plus une carte d'État, c'est un menu pour un prédateur insatiable. La grande armée païenne se déplace vers le sud. Ce n'est plus une campagne de vengeance. La vengeance est accomplie. C'est maintenant une guerre d'anéantissement. Il traverse la Mercie, le plus vaste royaume de l'île. Le roi de Mercie, Burgred, regarde le sort de la Northumbrie et fait son choix. Il ne se bat pas, il paie.
Des tonnes d'argent passent des caves des églises au cales des dracars. La Mercie achète sa vie, mais perd son honneur. Les Vikings prennent l'argent, rient et continuent leur route. Leur objectif est l'Est Anglie. Ces mêmes terres où ils ont débarqué 4 ans plus tôt et où ils ont obtenu des chevaux. Ils reviennent. Mais cette fois, non pas comme des invités demandant l'hospitalité, mais comme des maîtres venus récupérer les clés de la maison. Ici, parmi les landes brumeuses et les riches monastères, règne le roi Edmond. Retenez ce nom. Contrairement à Aella, ce n'est pas un tyran arrogant. Ce n'est pas un guerrier au sens habituel. C'est un chrétien fervent, presque un moine sur le trône. Pour lui, le pouvoir n'est pas le droit d'exécuter, mais le devoir de servir Dieu. Et quand Ivar le Désossé lui envoie des émissaires avec cette exigence « Deviens mon vassal, donne la moitié du trésor et renie ta foi », Edmond refuse. C'est le choc de 2 univers. Le matérialisme pragmatique et cruel des Vikings contre l'idéalisme chrétien. Ivar ne comprend pas Edmond. Pourquoi mourir pour un dieu invisible? Pourquoi résister à une force qui te surpasse manifestement? Pour un Viking, c'est de la bêtise. Pour Edmond, c'est le martyr. La bataille fut courte. La milice saxonne fut balayée par les tueurs professionnels du Nord. Edmond est fait prisonnier. Et à nouveau, comme à York, commence le théâtre de l'horreur. Mais si l'exécution d'Aella était un acte de vengeance, celle d'Edmond devient un acte de moquerie. Les païens décident de tester la solidité de la foi de ce roi saint. On l'attache à un arbre. Pas à un poteau d'infamie, mais à un chêne vivant, comme pour le lier à la terre qu'il a refusé de trahir. Les Vikings sortent leurs arcs. Ils ne le tuent pas tout de suite, ce serait trop simple. Ils transforment l'exécution en un jeu pervers, en un concours de précision. Flèche après flèche se plante dans le corps du roi. Bras, jambes, épaules. Ils évitent les organes vitaux, prolongeant l'agonie. Les chroniqueurs écriront plus tard que son corps ressemblait à un hérisson, hérissé d'épines. La comparaison est macabre, mais précise. Imaginez ce sifflement. Vlouf, impact. Vlouf, impact. Et les rires. Les païens s'esclaffent. Ils crient « Où est ton Dieu maintenant, Edmond? Pourquoi ne brise-t-il pas nos flèches? Pourquoi les anges ne descendent-ils pas du ciel ?» Ce n'est pas simplement du sadisme. C'est une dispute théologique où les arguments sont des pointes d'acier. Ils ne détruisent pas simplement un homme. Ils tentent de détruire l'idée même de sainteté chrétienne, de prouver que leur Odin est plus fort que le Christ crucifié. Edmond n'implore pas pitié. Il murmure des prières. Et cela enrage encore plus les bourreaux. Sa résilience est la seule arme qui lui reste, et elle frappe plus fort qu'une épée. Finalement, Ivar se lasse de ce jeu. Un coup d'épée, et la tête du roi tombe dans l'herbe épaisse. L'Est Anglie est décapité, au sens propre, comme au figuré. La légende raconte que les Vikings ont jeté la tête d'Edmond au plus profond de la forêt pour qu'il ne puisse pas être enterré chrétiennement. Plus tard, des moines la trouveront, gardée par un loup énorme qui empêchait les bêtes de profaner la dépouille. Un beau conte. Une tentative de donner un sens à l'horreur. Mais la réalité est bien plus prosaïque et effrayante. Le royaume est détruit. Les monastères brûlent, éclairant le ciel nocturne de torches hautes de plusieurs dizaines de mètres. Les bibliothèques, où étaient conservées les connaissances des siècles, se transforment en cendres. Les Vikings utilisent des manuscrits inestimables pour allumer des feux et rôtir de la viande. La culture de tout un peuple est effacée par la gomme de la guerre. Maintenant, regardez la carte encore une fois. La Northumbrie est sous la botte des Vikings. La Mercie est humiliée et paie tribut.
L'Est Anglie est un désert calciné sans roi. 3 des 4 grands royaumes sont tombés. Les ténèbres s'épaississent. Il ne reste sur l'île qu'un seul îlot de lumière. Un seul royaume qui respire encore, bien que le nœud coulant se resserre déjà autour de son cou. Le Wessex. Le Wessex se dresse au sud, au-delà de la Tamise. C'est la dernière ligne de défense. Si le Wessex tombe, la Grande-Bretagne deviendra la Scandinavie. L'histoire du peuple anglais s'achèvera avant même d'avoir vraiment commencé. Nous parlerions tous en dialecte danois sans ce qui s'est passé ensuite. Mais pour l'instant, la panique règne dans la salle du trône du Wessex. Les messagers apportent des nouvelles plus terribles les unes que les autres. York est tombé. Edmond est mort. L'armée arrive ici. Le roi Ethelred et son jeune frère Alfred comprennent. Ils sont les prochains. C'est leur tour. L'avalanche d'acier et de fureur qui a englouti le nord et l'est se tourne maintenant vers leurs frontières. L'hiver de l'an 870 promet d'être le plus froid de l'histoire de l'Angleterre. Et ce n'est pas une question de météo. C'est une question de froid sépulcral qui émane des bannières aux corbeaux noirs, déjà visibles à l'horizon. Le monde anglo-saxon s'est réduit à la taille d'un seul royaume. Et ce royaume tremble. Dieu semble s'être vraiment détourné de cette île, la laissant en pâture aux loups. Mais c'est précisément au moment du désespoir le plus profond, quand l'espoir semble être de la folie, que le destin prépare le retournement le plus inattendu. Dans les marécages du sud, commence à mûrir la contre-attaque. Noël 877. Le Wessex est en fête. Dans le manoir royal de Chippenham, la bière coule à flot, le bois craque dans les foyers, et les gens louent le Christ, persuadés que les froids hivernaux les protègent mieux que des remparts. Car il existe une règle tacite, on ne fait pas la guerre en hiver. En hiver, les routes se transforment en bouillie de boue et les doigts gèlent sur les poignées d'épée. La guerre est une occupation pour les mois secs d'été. C'est ce que pensait Alfred. C'est ce que pensait Settan. Mais Guthrum, le nouveau chef des Vikings, pensait autrement. Pour les hommes du Nord, les règles n'existent que pour être enfreintes. Au plus fort de la 12e nuit, alors que la vigilance des Saxons s'est dissoute dans l'ivresse festive, les portes de Chippenham s'ouvrent à la volée. Ce n'est pas une bataille, c'est le massacre de gens endormis. Guthrum accomplit ce que les romans de chevalerie appelleraient une bassesse, et les manuels de tactique, une manœuvre géniale. La surprise est l'arme préférée de l'assassin. La garde royale est massacrée en quelques minutes. Alfred, roi du Wessex, dernier espoir de la civilisation anglaise, a tout juste le temps de sauter du lit. Il s'enfuit. Non pas à la tête d'une armée, non pas avec une bannière flottant au vent, mais comme une bête traquée, se faufilant par les arrière-cours dans l'obscurité de la nuit hivernale. À partir de ce moment, le Wessex cesse d'exister en tant qu'État. Il se transforme en territoire occupé. Alfred disparaît. La plupart de ses sujets sont persuadés qu'il est mort ou qu'il s'est enfui en France. Mais le roi ne quitte pas l'île. Il se terre dans le trou le plus reculé, le plus pourri et le plus invivable de toute la Grande-Bretagne, dans les marécages du Somerset, en un lieu nommé Athelney. Imaginez ce paysage. Des tourbières infinies, un brouillard gris, une odeur d'eau stagnante et de vase. Ici, pas de palais. Il n'y a que des huttes de porchers et de pêcheurs, tressées en osier. Ici, au milieu de la boue et des moustiques, se produit la plus grande métamorphose de l'histoire britannique. Un roi sans couronne. Un monarque qui partage le pain rassis avec les paysans, cachant son visage. Les légendes vous raconteront comment Alfred, perdu dans ses pensées, a laissé brûler les gâteaux de l'hôtesse chez qui il se cachait.
Mais derrière ce conte mignon se cache une vérité cruelle. L'homme était en pleine dépression nerveuse. Il a tout perdu. Son armée est détruite, sa famille en fuite, son peuple paie tribut aux païens. N'importe qui d'autre à sa place aurait craqué, sombré dans l'alcool ou se serait jeté sur son épée. Mais Alfred fait ce que les Vikings n'attendaient pas. Il commence à apprendre. C'est dans ces marais que naît le concept de guérilla. Alfred comprend. Il ne peut pas affronter Guthrum en bataille rangée. Il n'a pas les hommes. Alors il commence à piquer. De petits détachements, des raids rapides, frapper et s'enfuir, intercepter un convoi de ravitaillement, égorger une patrouille isolée, disparaître dans le brouillard. Les tourbières deviennent sa forteresse. Les Vikings détestent ces marais. Leur infanterie lourde s'y enlise, leurs chevaux s'y brisent les pattes, tandis que les hommes d'Alfred connaissent chaque sentier. C'est une guerre d'usure, une guerre des nerfs. Pendant que Guthrum festoie dans les palais conquis, à l'ouest, dans le comté du Déveux, se joue un autre drame qui aurait pu être le point final pour les Saxons, mais qui est devenu le point d'exclamation de leur renaissance. Ubba, l'un de ses fils de Ragnar, frère d'Ivar le Désossé, débarque sur la côte avec une flotte. Il est venu pour achever les survivants. Il assiège la forteresse de Sinwit, où s'est réfugié l'Ealdorman Odda avec les restes de la milice. Les Saxons n'ont pas d'eau. Ils n'ont aucune chance. Ubba est sûr de la victoire. Il possède une arme terrible, la légendaire bannière au corbeau. Arrêtez-vous une seconde et réalisez ce que cela signifie pour un homme du IXe siècle. Ce n'est pas juste un morceau de tissu. Les sagas disent que cette bannière a été tissée par les 3 sœurs d'Ubba en une matinée. Elle est imprégnée de magie. Si le corbeau sur la toile déploie ses ailes, la victoire est garantie par les dieux eux-mêmes. S'il pend inerte, attends-toi au malheur. Toute la vie d'Ubba, le corbeau a volé fièrement. Mais à l'aube, les Saxons, épuisés par la soif, décident qu'il vaut mieux mourir au combat que de crever de déshydratation. Ils ouvrent les portes et se lancent dans une attaque suicidaire. Ce fut un acte de désespoir qui se transforma en miracle. La rage des condamnés est plus effrayante que n'importe quelle tactique. Les Saxons percent les lignes vikings. Dans le chaos de la mêlée matinale, parmi les cris et le cliquetis de l'acier, Ubba, fils du légendaire Ragnar, tombe mort. Mais le plus important se produit ensuite. Les Saxons s'emparent de la bannière au corbeau. La nouvelle se répand instantanément. L'effet de cet événement est impossible à surestimer. C'est une explosion nucléaire dans le champ informationnel de l'époque. Les invincibles fils de Ragnar sont mortels. L'artefact magique garantissant la victoire est maintenant entre les mains des chrétiens. Pour les Vikings, c'est une catastrophe. Le signe qu'Odin s'est détourné. Pour Alfred, assis dans ses marais, c'est un signal. Dieu est avec nous. Le moment est venu. Au printemps de l'an 878, le roi sort de l'ombre. Il envoie des messagers dans tous les comtés. Somerset, Wiltshire, Hampshire. Le rassemblement est fixé à la pierre d'Egbert. C'est un risque. Si Guthrum apprend le lieu de rassemblement et frappe là de toute sa puissance, la rébellion sera écrasée en un jour. Mais les gens viennent. Ils sortent des forêts, des villages brûlés, sortent des cachettes des épées rouillées et des haches de leurs grands-pères. Ils ne viennent pas pour l'or. Ils viennent parce qu'ils ont vu ce qui arrive à ceux qui se rendent. Ils ont vu l'aigle de sang. Ils ont vu les monastères en flammes. Ils n'ont pas le choix. Alfred ne voit pas devant lui une armée professionnelle. C'est une milice, le Fyrd. Paysans, forgerons, bergers. Mais dans leurs yeux, ils voient cette même détermination froide qui n'y était pas auparavant. La peur s'est consumée. Il ne reste que la colère. Le roi, qui hier encore se cachait parmi les cochons,
se tient maintenant à la tête de ce qui est peut-être la dernière armée de l'Angleterre anglo-saxonne. Il sait, il n'y aura pas de seconde chance. Soit il gagne maintenant, soit l'île deviendra pour toujours le Danelaw, la terre de la loi danoise. L'armée marche vers Edington, là où Guthrum aligne déjà ses régiments, persuadé qu'il va écraser cette révolte paysanne. Il ignore une chose. Ce n'est pas le garçon efféminé qui s'est enfui à Noël qui est sorti des marais. C'est un loup qui a appris à chasser qui en est sorti. La bataille qui s'annonce ne décidera pas seulement du sort de la couronne. Elle décidera dans quelle langue on priera et parlera sur cette île pour les 1000 prochaines années. Les murs de boucliers sont prêts à se fermer. Le grondement approche. Mai 878. La colline d'Edington. Si vous pensez qu'une bataille médiévale, c'est le cliquetis des épées et de beaux duels singuliers, oubliez. C'est une bousculade. C'est une bousculade étouffante, moite, claustrophobe, où vous sentez l'odeur des dents pourries de l'ennemi à 1 centimètre de votre visage. 2 murs vivants foncent l'un sur l'autre. Le mur de boucliers. D'un côté, la grande armée d'été de Guthrum. Tueurs professionnels, vétérans ayant marché du Danemark à Repton, des hommes pour qui la guerre est un métier et la hache le prolongement du bras. Ils sont sur d'eux. Ce sont des loups encerclant un troupeau de moutons. De l'autre, les moutons. La milice d'Alfred. Laboureurs d'hier, dont les mains sont habituées aux manches de charrue, pas d'épée. Ils sont morts de peur. Mais derrière eux, ce n'est pas juste de la terre. Derrière eux, il y a des villages brûlés, des femmes violées et des autels inondés du sang des prêtres. Ils n'ont pas de chemin de retour. Ils n'ont que cette colline et un roi qui se tient au premier rang, épaule contre épaule avec eux. L'impact. Le bruit de la collision de 2000 boucliers contre 2000 boucliers ressemble à un coup de tonnerre frappant la terre. Le bois craque, les os se brisent, l'air est expulsé des poumons. Le premier rang tombe, écrasé par l'inertie des rangs arrière. Les hommes se transforment en viande sous les pieds de leurs camarades. Ici, pas de tactique, pas de manœuvre. Il n'y a que de la physique brute. Masse contre masse, volonté contre volonté. Alfred tient la ligne. Son mur ne rompt pas. Les Vikings sont furieux. Ils ont l'habitude que les Saxons s'enfuient à la vue des berserkers. Mais ces Saxons tiennent bon. Ils s'accrochent au sol, avec l'obstination accessible seulement à ceux qui n'ont rien à perdre. Heure après heure, sous le soleil brûlant de mai, ce hachoir continue. La sueur inonde les yeux, les bras s'engourdissent sous le poids du fer. Et soudain, l'incroyable se produit. Le mur des Vikings se fissure. Les loups, habitués à être des prédateurs, comprennent soudain que la proie a poussé des crocs. La panique est un virus. D'abord un s'enfuit, puis une dizaine. L'armée invincible de Guthrum, terreur de l'Europe, se brise et fuit vers sa forteresse fortifiée de Chippenham. Alfred ne s'arrête pas. Il les pousse comme du bétail, abattant les traînards. Mais la victoire sur le terrain n'est que la moitié du travail. Le siège commence. Alfred sait, prendre d'assaut les fortifications vikings est un suicide. Alors il choisit une autre arme, la faim. Il encercle la forteresse d'un anneau de blocus. 14 jours. 2 semaines d'enfer pour les assiégés. À l'intérieur de la forteresse, les vivres s'épuisent. Les Vikings, fiers conquérants des mers, commencent à manger leurs chevaux de combat. Le froid, la faim et la peur. Ils regardent depuis les murs et ne voient pas des détachements épars, mais une armée disciplinée qui ne partira nulle part. Guthrum, roi des Vikings, comprend. Le jeu est fini. Il se rend. Et c'est ici qu'Alfred le Grand
joue son coup principal. Pas militaire, politique. N'importe quel autre roi à sa place aurait exécuté Guthrum, aurait décapité le chef des païens, planté sa tête sur une pique et fait la fête. Cela aurait été juste. Cela aurait été logique. Mais Alfred pense en siècles, pas en minutes. Il comprend. Tue Guthrum et un autre chef viendra, encore plus méchant, encore plus jeune. La guerre recommencera. Alfred n'a pas besoin d'un ennemi mort. Il a besoin d'un allié vivant. Ou au moins, d'un voisin prévisible. La scène qui suit la bataille est digne du génie de Machiavel. Guthrum, le féroce païen, tueur de moines, sort des fonds baptismaux. Il se fait baptiser. Il prend le nom d'Athelstan. Et son parrain devient Alfred lui-même. Réfléchissez à la beauté de cette combinaison. Le roi du Wessex n'a pas simplement gagné, il a adopté son ennemi. Selon les lois de l'époque, parrain et filleul sont liés par des liens sacrés, dont la violation est un péché terrible, même pour un demi-païen. Alfred transforme une guerre religieuse, une guerre d'anéantissement, en un règlement de compte féodal. Il intègre le viking dans le système que celui-ci tentait de détruire. Guthrum reçoit la liberté et des terres, d'immenses terres. Alfred lui donne l'Est anglais. Il divise l'île en deux. La frontière passe par l'ancienne voie romaine de Watling Street. Tout ce qui est au nord-est, c'est le Danelaw, la région de la loi danoise. Là règnent les lois vikings. Là, on vénère Thor et le Christ en même temps. Là, on parle un mélange de dialectes. Tout ce qui est au sud-ouest, c'est l'Angleterre d'Alfred. Beaucoup de contemporains ont dû grincer des dents. Comment ça? Donner la moitié du pays aux envahisseurs? Donner les terres du martyr Edmond à ses meurtriers? Mais c'était un compromis qui a sauvé la nation. Alfred a acheté du temps pour construire une flotte, ériger des villes forteresses, les burhs, enseigner le latin et les lois aux gens. En Angleterre, s'installe un silence étrange et étendu. Les pillards d'hier commencent à labourer la terre. Les Vikings, ayant reçu des parcelles dans le Danelaw, posent les haches de guerre et prennent les charrues. Ils épousent des femmes locales. Le sang se mélange. La fureur du Nord commence à se dissoudre dans le sol anglais, le fertilisant, le rendant plus fort. Des générations plus tard, plus personne ne distinguera qui est ici descendant de Danois et qui est saxon. Ragnar Lodbrok, pourrissant dans sa fosse, aurait pu avoir un sourire en coin. Ces Marcassins n'ont pas brûlé cette île jusqu'à la racine, comme ils le voulaient peut-être. Ils ont fait pire. Ils s'y sont installés. Ils en sont devenus partie intégrante. Mais l'histoire ne supporte pas le vide. Alors qu'en Angleterre, les épées rentrent dans les fourreaux et que Guthrum essaie les vêtements blancs de chrétiens, des centaines d'autres dracars restent sans travail. Les jeunes loups, arrivés trop tard pour le partage du gâteau anglais, ont encore faim. Ils veulent du butin. Ils veulent de la gloire. Et ils tournent leur nez prédateur vers le sud. Là-bas, de l'autre côté du détroit, se trouve l'Empire des Francs. Décrépit, gras, déchiré par les querelles des héritiers de Charlemagne. La victime idéale. Le chapitre anglais de la saga se ferme pour laisser place au cauchemar continental. Les Vikings ont compris qu'on ne peut pas seulement tuer les rois, on peut aussi les traire. Et la vache la plus grasse d'Europe broute sur les rives de la Seine. Paris ne sait pas encore que les ombres, qui se sont retirées de Londres et de York, s'épaississent déjà au-dessus de ses tours. Le vent tourne et il porte une odeur de brûlé vers les côtes de France. Tandis que le brouillard sur la Manche cache les côtes anglaises,
où Alfred le Grand construit son fragile avenir, la tempête ne faiblit pas. Elle change simplement de cap. L'énergie de la violence accumulée par les Marcassins et leurs disciples n'a pas disparu. Des milliers de guerriers, restés inactifs après le partage de l'Angleterre, regardent la carte de l'Europe avec des yeux affamés. Il leur faut une nouvelle victime. Et elle se trouve tout près. La France. La perle de la couronne de l'Empire de Charlemagne. Autrefois, c'était un État monolithique dont la cavalerie lourde inspirait la terreur au monde entier. Mais maintenant, à la fin du IXe siècle, c'est un géant décrépit et obèse, souffrant d'essoufflement. Les héritiers du grand empereur se sont embourbés dans des guerres civiles, partageant l'héritage du grand-père comme des vautours se partagent une charogne. Pour les Vikings, c'est une odeur de sang dans l'eau. En l'an 885, se produit un événement qui fera frémir tout le continent. Une flotte entre dans l'estuaire de la Seine. Les chroniques saxonnes parlaient de centaines de navires. Oubliés. Ce que voit Paris en novembre de cette année-là dépasse l'entendement des contemporains. 700 navires. 700. Ce n'est pas une flotte, c'est une ville flottante s'étendant sur des lieux. La rivière disparaît sous les quilles des dracars. Si vous essayez d'imaginer cela aujourd'hui, imaginez un embouteillage de véhicules militaires d'un horizon à l'autre. 30, peut-être 40 000 guerriers. Pensez à ces chiffres. La population de Paris elle-même à l'époque dépassait à peine quelques milliers de personnes. Ce n'est pas un raid, c'est une annihilation. À la tête de cette armada se trouve Siegfried. Pas un roi, mais un roi des mers, dont les ambitions dépassent la taille. Il exige le passage vers l'amont du fleuve. Il veut piller la riche Bourgogne. Mais Paris se dresse sur son chemin. À l'époque, la ville n'était pas la mégalopole tentaculaire que nous connaissons. Elle tenait tout entière sur l'île de la Cité, enserrée dans des murs de construction romaine. 2 ponts la reliaient aux rives. 2 caillots de pierre dans l'artère de la Seine qui empêchaient les Vikings de naviguer plus loin. Siegfried propose aux Parisiens un marché. « Laissez-nous passer, et nous ne toucherons pas à votre ville. » Ça semble tentant, n'est-ce pas? Ouvrir les portes, laisser les barbares passer et sauver sa vie. Mais à Paris se trouvent 2 hommes qui, contrairement à leur empereur, ont une colonne vertébrale. Le comte Eudes et l'évêque Gozlin. L'épée séculière et le bouclier spirituel. Ils répondent par un refus. L'enfer commence. Le siège de Paris de l'an 885 est une fresque épique digne du pinceau d'un artiste fou. Les Vikings ne sont pas habitués aux longs sièges, mais ici, ils font preuve d'une ingéniosité diabolique. Ils construisent des tours de siège sur roues, plus hautes que les murs de la ville. Ils lancent des brûlots, des navires en feu pour brûler les ponts. Ils montent à l'assaut encore et encore, vague après vague, comme un océan tentant d'éroder un rocher. Imaginez ce fracas. Les pierres des catapultes brisent les toits des cathédrales. Les murs tremblent. Les défenseurs versent sur la tête des assaillants de l'huile bouillante et de la cire fondue. Un mélange de cris, de cliquetis de métal et de crépitements de feu règne sur la Seine jour et nuit. Le comte Eudes se bat sur les murs comme un lion, inspirant la garnison. L'évêque Gozlin n'est pas en reste. Une hache dans une main et un crucifix dans l'autre, il bénit et tue simultanément. Les mois se succèdent. Hiver, printemps, été. La ville meurt de faim. Les gens mangent des rats, le cuir des ceintures, font de la soupe avec l'herbe qui pousse entre les pavés de la chaussée. L'évêque Gozlin meurt, non pas par l'épée, mais de la peste apportée par le siège. Le comte Eudes reste seul. Il n'y a plus d'espoir. Les Vikings sont fatigués aussi, mais ils sont nombreux, et les défenseurs de moins en moins. En désespoir de cause, Eudes force le blocus.
Il galope vers l'empereur. Charles le Gros. Retenez ce nom. C'est l'homme qui a enterré la gloire de la dynastie carolingienne. Il possède presque toute l'Europe. Allemagne, Italie, France. Il a une armée immense. Eudes le supplie. Paris ne tient qu'à un fil. Viens et sauve-nous. Et Charles vient. À l'automne de l'an 886, les collines de Montmartre se couvrent de l'éclat des armures franques. L'armée impériale est énorme. Elle encercle le camp viking. Les Parisiens sur les murs pleurent de joie. Ça y est, le marteau de l'Empire va enfin s'abattre sur l'enclume et écraser les païens. La plus grande bataille du siècle va commencer, lavant la honte des défaites précédentes. Vous êtes prêts pour le triomphe? Maintenant, regardez à quoi ressemble une trahison d'échelle nationale. Charles le Gros ne donne pas l'ordre d'attaquer. Il regarde le camp viking. Il regarde ses chevaliers. Et il a... la flemme? Peur? Ou est-il simplement trop cynique? Il décide que la guerre coûte trop cher et donne trop de soucis. Au lieu de lancer la cavalerie, il envoie des négociateurs avec des sacs d'argent. 700 livres d'argent. Voilà ce que vaut l'honneur de l'Empire. Charles paie les Vikings pour qu'ils lèvent le siège. Mais ce n'est pas encore le pire. La condition la plus répugnante de l'accord est la suivante. Je vous paie et vous naviguez vers la Bourgogne. Pillez-les. De toute façon, ils se rebellent contre moi. L'empereur lance les ennemis sur ses propres sujets. Il utilise les Vikings comme une escouade punitive. Les Parisiens, observant cela depuis les murs, n'en croient pas leurs yeux. Ils ont tenu bon jusqu'à la mort pendant 1 an. Ils ont enterré des enfants morts de faim. Ils ne défendaient pas simplement leur maison, ils défendaient l'Empire. Et l'empereur les a vendus. Le comte Eudes refuse de laisser passer les Vikings par les ponts, même après l'ordre du roi. Les hommes du Nord doivent traîner leurs navires sur la terre ferme, contournant la ville obstinée. Ce moment est un point de non-retour pour la vieille Europe. Charles le Gros part, satisfait de son succès diplomatique. Mais aux yeux du peuple, il n'est plus empereur. C'est un lâche. Et le vrai roi est celui qui se tenait sur le mur. Celui qui a mangé des rats avec les soldats. Le comte Eudes. Ce sont ses descendants, les Capétiens, qui, un siècle plus tard, deviendront rois de France. Le pouvoir glisse de ceux qui ont le titre vers ceux qui ont la volonté. Mais pendant que l'empereur célèbre son honteux maintien de la paix, parmi les Vikings, il y a un homme qui observe attentivement ce qui se passe. Il ne fait pas que compter l'argent, il analyse. Il s'appelle Rolf, ou comme les Francs l'appelleront, Rollo. Il voit l'essentiel. On ne peut pas conquérir la France par un raid éclair, mais on peut l'acheter ou la vendre. Il voit que les rois locaux sont faibles, que leur pouvoir ne tient qu'à un fil et à l'argent. Rollo comprend qu'être pirate, c'est amusant, mais sans avenir. L'argent s'épuise, les navires pourrissent, et la terre est éternelle. Le siège de Paris n'a pas donné la ville aux Vikings, mais il leur a donné quelque chose de plus grand, la compréhension. Ils ont compris que cet organisme gigantesque appelé l'Empire franc est mortellement malade. Et au lieu de simplement le mordre et s'enfuir, on peut en couper un morceau et s'y installer pour toujours. Rollo, regardant le dos de l'empereur obèse s'éloigner, essayait probablement déjà non pas un casque de brigand des mers, mais une couronne de duc. L'histoire de Ragnar Lodbrok a commencé par la vengeance et le chaos. L'histoire de Rollo commencera par un calcul froid. Les Vikings se préparent à la dernière et plus importante mutation de leur histoire. Ils s'apprêtent à échanger le pont du Drakkar contre la salle du trône. Et cet échange changera la carte du monde
à jamais. L'an 911. Nous sommes à Saint-Clair-sur-Epte. Ici, sur la rive boueuse d'une petite rivière, se joue le destin de l'Europe. Mais cette fois, on n'entend pas le cliquetis des épées. On entend le crissement des plumes et la respiration tendue des traducteurs. D'un côté, le roi de France, Charles III. L'histoire lui a donné le surnom de Le Simple. Mais ne vous y trompez pas, cet homme n'était pas un imbécile. C'était un réaliste. Il regardait des décennies de villes en feu, un trésor vide, ses barons inutiles, et il comprenait une vérité simple. Il est impossible de vaincre les Vikings en bataille rangée. Ils sont trop nombreux, trop méchants, et ils reviennent toujours. Si tu ne peux pas détruire une tumeur cancéreuse, tu dois essayer de négocier avec elle. Ou, ce qui est encore plus cynique, la forcer à travailler pour toi. De l'autre côté se tient une montagne d'hommes. Hrolf. Les Francs l'appellent Rollo. Les sagas l'appellent Rolf le Marcheur, car selon la légende, aucun cheval ne pouvait supporter son poids, et il devait marcher à pied. Ce n'est pas juste un bandit, c'est l'évolution du viking. Il n'est plus ce berserker mordant son bouclier, c'est un politicien avec une hache à la ceinture. Rollo comprend. La guerre éternelle épuise. La piraterie est un revenu instable. Il lui faut ce qu'on ne peut pas emporter sur un navire. Il lui faut de la légitimité. L'accord qu'il conclut est un chef-d'œuvre de cynisme politique. Charles donne à Rollo un morceau de terre au nord de la France, l'embouchure de la Seine. Précisément ces portes par lesquelles les Vikings s'engouffraient depuis des décennies au cœur du pays. L'idée du roi est géniale dans sa simplicité. Transformer le braconnier en garde-chasse. Je te donne la terre, le titre et ma fille en mariage. Et toi, Rollo, tu deviens mon chien de garde. Tu fermes l'embouchure de la Seine et tu tues tout autre viking qui essaierait de passer. C'est le schéma classique, diviser pour mieux régner. Mais au moment de prêter serment de vassalité, il se produit un incident qui montre mieux que n'importe quelle chronique l'essence des nouvelles relations. Selon le protocole, le vassal doit baiser le pied du roi en signe de soumission. Les évêques insistent, les courtisans attendent. Pour Rollo, chef d'hommes libres, c'est une humiliation impensable. Il refuse de se courber. Au lieu de cela, il fait un signe de tête à l'un de ses guerriers. Celui-ci s'approche du roi, saisit son pied et le lève brusquement vers ses lèvres, sans plier le dos. Le roi de France, oint de Dieu, vole cul par-dessus tête dans la boue. Les Vikings s'esclaffent. Les Francs, horrifiés, portent la main à l'épée. Mais le massacre n'a pas lieu. Charles, en s'époussetant, avale cette humiliation. Il comprend. Ce rire est le prix de la survie de son royaume. Il vient d'acheter sa sécurité en vendant sa fierté. Ainsi apparaît la Normandie sur la carte. La terre des Normands, des hommes du Nord. Et c'est ici que commence le plus intéressant. Nous avons l'habitude de penser que les conquérants imposent leur culture aux vaincus. Mais les Vikings de Rollo font l'inverse. Ils commencent à muter. Ils comprennent que pour administrer cette terre riche, la hache ne suffit pas. Il faut la croix, il faut la loi, il faut la langue. Les Vikings se convertissent massivement. Les prêtres de Thor d'hier assistent maintenant aux messes. Mais ne vous y trompez pas, leur christianisme n'est pas celui qui tend l'autre joue. Pour eux, le Christ est simplement un nouveau jarle plus puissant, qui accorde des victoires. Ils apprennent la langue française, mais la parlent avec un accent de tueur. Ils épousent des femmes locales, et leurs enfants absorbent la culture des Francs avec le lait maternel. Il se produit une alchimie génétique et culturelle. La fureur scandinave se mêle à la discipline féodale franque. Une toute nouvelle race d'hommes naît, les Normands.
ce ne sont plus des Vikings. Les Vikings combattaient à pied, en murs de boucliers. Les Normands regardent les chevaliers français et comprennent. La cavalerie, c'est la force. Ils montent à cheval. Ils s'enferment dans une armure lourde de la tête aux pieds. Ils adoptent la tactique du choc à la lance. Mais en même temps, ils conservent la cruauté bestiale de leurs ancêtres et leur passion pour l'aventure. Imaginez le super soldat du Moyen-Âge. Il a l'esprit tactique d'un Français, le talent administratif d'un Romain et le cœur d'un berserker. C'est une machine de guerre sans équivalent. Ils commencent à construire. Mais pas de longues maisons en bois, des châteaux en pierre, des donjons, des tours carrées, laides, impossibles à prendre d'assaut. Toute la Normandie se couvre d'un réseau de ces nids de pierre, d'où les nouveaux barons contrôlent chaque parcelle de terre. Ce n'est plus l'anarchie des raids, c'est l'ordre de fer d'un camp militaire étendu à tout un duché. Rollo meurt très vieux, duc respecté. Son tombeau dans la cathédrale de Rouen est toujours là. L'homme qui est venu brûler les églises repose au centre de l'une d'elles comme un saint patron. Ironie de l'histoire? Non, logique de survie. 150 ans passent. Le poison qui a autrefois tué Ragnar s'est transformé. Il est devenu froid, discipliné et de haute technologie. La Normandie devient trop étroite pour cette nouvelle race de prédateurs. Ils regardent autour d'eux. Leur regard tombe sur l'Italie et ils s'emparent de la Sicile. Ils regardent Byzance et les mercenaires normands deviennent l'élite de la garde impériale. Mais le regard le plus avide est tourné vers le nord, de l'autre côté de la Manche, là où leurs lointains cousins, les Anglo-Saxons et les Danois, se sont mélangés dans une étrange symbiose. Là où autrefois Ragnar criait à propos des Marcassins, l'Angleterre au milieu du XIe siècle est un royaume riche, mais mou. Le roi Édouard le Confesseur est vieux et sans enfant. Il meurt sans laisser d'héritier. Le trône est vide. Et immédiatement, 3 mains se tendent vers la couronne. Ce sera le final du grand drame. 3 loups. Un de Norvège, un d'Angleterre même, et un de Normandie. Le duc Guillaume, le bâtard. Descendant de Rollo à la 5e génération, dans ses veines coule le sang de ce même marcheur qui a renversé le roi. Guillaume ne regarde pas l'Angleterre comme un lieu de pillage. Il la regarde comme sa propriété légitime. Il considère qu'il en a le droit. Et il est prêt à prouver ce droit de la seule manière qu'il comprenne. La machine de guerre normande est en marche. Les chevaliers enfilent leurs cottes de mailles, les chevaux rongent leurs freins, et dans les forêts, on abat des arbres pour une nouvelle flotte. La boucle doit être bouclée. Ceux qui sont partis du nord comme païens reviennent comme croisés. Mais l'essence n'a pas changé. Ils viennent prendre ce qui est à eux. L'année 1066 est déjà au seuil, et elle teindra le ciel au-dessus de l'Angleterre de la couleur d'un incendie, en comparaison duquel les feux de Ragnar sembleront être des allumettes. Janvier 1066. À Westminster, meurt le roi Édouard le Confesseur. Avec son dernier soupir, l'Angleterre plonge dans un état que les joueurs d'échecs appellent le Zugzwang, quand n'importe quel coup mène à une détérioration de la position. Édouard n'a pas d'enfant, le trône est vide, et sur cette chaise vide, tapissée de velours, 3 paires d'yeux sont fixés. 3 loups, tournant autour d'une même carcasse. C'est le final du grand drame. L'apogée de 200 ans d'histoire commencée dans la fosse aux serpents. Le premier prétendant est Harold Godwinson, l'homme le plus puissant d'Angleterre, dirigeant de facto le pays dans le dos du roi faible. Il est saxon, il est d'ici. Le Conseil des nobles le couronne immédiatement, espérant la stabilité. Naïf. Le deuxième est Harald le Sévère, roi de Norvège. Le dernier vrai viking de la vieille école.
un homme qui a servi dans la garde de l'empereur byzantin, combattu en Sicile et en Palestine, tranché des têtes en Bulgarie. Il considère que l'Angleterre lui appartient, en vertu d'anciens traités. Pour lui, c'est la dernière grande campagne, le chant du cygne de l'ère des Dracars. Le troisième est Guillaume, duc de Normandie, ce même descendant de Rollo dont nous parlions. Le bâtard à qui l'on a jeté toute sa vie son origine illégitime au visage. Pour lui, l'Angleterre est un moyen de prouver au monde, et à lui-même, qu'il n'est pas un bâtard, mais un roi. Le destin bat les cartes à une vitesse folle. C'est le Viking qui joue en premier. Septembre 1066. Harald le Sévère débarque au nord, près de York. 300 navires. Encore York. Cette ville est comme un aimant à catastrophe. Il écrase la milice locale et s'empare de la ville. Harold Godwinson, à peine couronné à Londres, reçoit cette nouvelle. Il a le choix, rester à l'abri derrière les murs du sud ou entreprendre une marche folle vers le nord. Il choisit l'attaque. Son armée parcourt près de 200 000 en 5 jours. C'est un rythme inhumain pour l'infanterie au Moyen-Âge. Les hommes dorment en marchant, mangent en marchant, mais ils arrivent à temps. Bataille du pont de Stamford, le 25 septembre. Les Vikings n'attendent pas les Anglais sitôt. Ils sont détendus, beaucoup ont laissé leurs cottes de mailles sur les navires à cause de la chaleur. L'attaque des Saxons les prend par surprise. Ce fut une boucherie, pas une bataille. Les légendes parlent d'un seul Viking, un berserker, qui a tenu un étroit pont de bois pendant 1 heure, retenant toute une armée anglaise avec sa hache, jusqu'à ce qu'un petit malin passe sous le pont dans un tonneau et le frappe d'une lance par en dessous. Ce jour-là, Harald le Sévère reçut ce que le roi anglais lui avait promis avant le combat. 7 pieds de terre anglaise, ou un peu plus, puisqu'il est plus grand que les autres hommes. Une flèche dans la gorge mit un point final à sa biographie. Retenez ce moment. La bataille du pont de Stamford est la date officielle de la mort de l'ère viking. 300 navires sont arrivés en Angleterre. 24 sont repartis. La menace du Nord, qui a terrorisé l'Europe pendant 3 siècles, a été anéantie. Harold Godwinson a accompli l'impossible. Il a sauvé l'Angleterre. C'est un héros. Il célèbre sa victoire exactement 3 jours. Le 28 septembre, le vent dans la Manche tourne. Guillaume le Normand, qui attendait un vent favorable depuis 1 mois, a enfin sa chance. Il débarque au sud, dans la baie de Pevensey. Pendant que l'armée des Saxons panse ses plaies à York, à l'autre bout du pays, débarque une nouvelle machine à tuer, fraîche et technologiquement parfaite. Imaginez l'état d'Harold. Vous venez d'anéantir une armée d'invasion. Vos hommes sont blessés, épuisés, les boucliers brisés. Et on vous dit, cours en arrière, vers le sud. Encore 200 000. Il y a une autre guerre là-bas. C'est une course contre la montre. Harold pousse ses hommes au retour. Ils marchent, laissant des traces sanglantes sur les routes. Beaucoup désertent de fatigue. Le roi n'attend pas de renfort. Il veut rejeter Guillaume à la mer avant qu'il ne se fortifie. C'est une erreur. Une erreur fatale, née de l'euphorie de la victoire sur les Vikings. Le 14 octobre 1066, la colline de Senlac, près de Hastings. Ici se rencontrent 2 époques. L'armée d'Harold, c'est l'ancien monde. Infanterie, murs de boucliers, énormes haches de combat. Ils se tiennent au sommet de la colline, rangs serrés. C'est une forteresse vivante. L'armée de Guillaume, c'est le nouveau monde. Cavalerie lourde chevaleresque, archers, arbalétriers, interaction tactique entre les corps d'armée. La bataille commence le matin. Les archers normands décochent des nuées de flèches,
mais elles rebondissent sur le mur de bouclier ou volent trop haut. Guillaume lance l'infanterie au combat. Elle est repoussée. Il lance la cavalerie. Les Saxons rient. Leurs haches danoises, monstres à deux mains, tranchent cheval et cavalier d'un seul coup. Le mur de bouclier reste inébranlable. On dirait que Guillaume perd. Son flanc gauche a fléchi et s'est enfui. Une rumeur parcourt les rangs. Le duc est mort. À cet instant, l'histoire ne tient qu'à un fil. Si les Saxons avaient gardé leur formation, ils auraient gagné. Mais la discipline, qui ne tenait qu'à un fil, cède. Voyant les ennemis fuir, une partie des Anglais dévale la colline à leur poursuite. L'instinct du prédateur l'emporte sur l'ordre du commandant. Guillaume arrache son casque, montrant son visage à ses hommes. « Je suis vivant !» Il fait faire demi-tour à sa cavalerie d'élite et coupe la retraite à ceux qui sont descendus dans la vallée. Ce fut un massacre. Mais Guillaume tire instantanément la leçon principale. Il voit que les Saxons cèdent aux provocations. Dans l'après-midi, les Normands commencent à utiliser la tactique de la fausse retraite. Ils attaquent, feignent la panique et fuient. Les Saxons, oubliant tout, rompent encore et encore les rangs, se lançant à leur poursuite, et tombent sous les sabots des chevaliers qui font volte-face. Le mur de bouclier, autrefois monolithique, se transforme en passoire. Le soir, il ne reste sur la colline que la garde personnelle d'Harold, les Huscarls. Ils se tiennent autour de leur roi sous la bannière au dragon d'or. Ils savent qu'ils vont mourir. Autour, des montagnes de cadavres. Le sol est devenu si glissant de sang que les hommes ne tiennent plus debout. Et c'est alors qu'intervient l'intervention du hasard aveugle. Ou un tir de sniper. Une flèche. Un simple morceau de bois emplumé avec une pointe de fer. Elle tombe du ciel selon une trajectoire abrupte. Elle ne cherche pas de faille dans l'armure. Elle atteint Harold directement dans l'œil. Le roi tombe. Le dernier monarque saxon d'Angleterre quitte le jeu, aveuglé et agonisant. La formation se désagrège. Les Huscarls se battent jusqu'au bout, protégeant le corps de leur seigneur, mais ils sont simplement piétinés par les chevaux. La bannière tombe dans la boue. La bataille de Hastings est terminée. Guillaume le bâtard est désormais Guillaume le conquérant. L'ironie de ce jour est si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Regardez les vainqueurs, les Normands, descendants de Vikings qui se sont installés en France, ont appris le français, ont enfilé des armures et ont traversé la Manche pour tuer les Saxons, qui venaient juste de sauver cette terre d'autres Vikings. Le sang de Ragnar Lodbrok, après avoir traversé des siècles de mutation et d'assimilation, a tout de même conquis cette île. Pas par un coup de hache direct, comme en rêvait le vieux pirate, mais par le chemin complexe et hybride de l'évolution de la machine militaire. Les ombres des marcassins se tenaient derrière le dos de Guillaume lorsqu'il regardait le champ jonché de milliers de cadavres. L'Angleterre anglo-saxonne est morte sur cette colline avec Harold. L'Angleterre normande commençait. Mais pour les gens ordinaires, le pire était encore à venir. Guillaume ne voulait pas seulement la couronne. Il voulait une soumission absolue. Et il était prêt à transformer le nord du pays en cimetière pour parvenir à ses fins. Noël 1066, l'abbaye de Westminster. On pourrait croire au happy end. Guillaume, ce même bâtard, se tient près de l'autel. L'archevêque pose la couronne sur sa tête. Les chevaliers normands et la noblesse saxonne crient des mots d'approbation. Mais les nerfs de tout le monde sont tendus comme une corde d'arc avant le tir. La garde à l'extérieur, entendant les cris à l'intérieur, décide que les Saxons tuent leur duc. Et que font ces Normands disciplinés? Se précipitent-ils pour sauver leur commandant? Non. Paniqués, ils commencent à mettre le feu aux maisons autour de l'abbaye.
Guillaume le Conquérant reçoit la couronne sous le crépitement du feu et l'odeur de brûlé, tandis que Londres sombre dans le chaos. Un roi tremblant dans une cathédrale vide, c'est la métaphore parfaite de son règne. Il a obtenu la couronne, mais il n'a pas obtenu le pays. L'Angleterre le hait, surtout le Nord. Ce même Nord où l'on se souvient encore des chants de Ragnar, où le sang des Vikings s'est mêlé à celui des Saxons, où les gens ont l'habitude de vivre libres. En l'an 1069, le Yorkshire se soulève. Et Guillaume décide que le temps des demi-mesures est révolu. Ce qui se passe ensuite, les manuels d'histoire l'appellent du terme sec de « dévastation du Nord ». Cela sonne presque poétique, n'est-ce pas? Mais traduisons cela de la langue des chroniques à la langue de la réalité. Ce n'est pas une guerre. C'est le premier acte documenté de terreur d'État dans l'histoire européenne, poussé à l'absolu. Le génocide comme outil de gestion. Guillaume ne tue pas simplement les rebelles. Il comprend, pour tuer le loup, il faut tuer la forêt dans laquelle il vit. Il ordonne à ses soldats de marcher en ligne de la rivière Humber à la rivière Tees. Il ne brûle pas seulement les maisons, il brûle les granges à grains. Il brise les charrues. Ils abattent le bétail et laissent les carcasses pourrir. Le plus terrible, ils parsèment les champs de sel. Ils rendent la terre stérile. À l'hiver de l'an 1070, le silence s'installe dans le Yorkshire. Ce n'est pas le silence de la paix, c'est le silence d'un cimetière de la taille d'un comté. Les chroniques disent que les gens, fous de faim, mangeaient les chevaux, les chiens, les chats. Et puis ils ont commencé à se regarder non plus comme des voisins, mais comme de la nourriture. Nous ne décrirons pas les détails. Imaginez simplement des routes vides, le long desquelles gisent des corps, et personne pour les enterrer, car les survivants sont trop faibles pour tenir une pelle. Dans le Domesday Book, le recensement que Guillaume effectuera plus tard, en face de centaines de villages du Yorkshire, figurera un seul mot latin court: waste. Terre déserte, zone morte. Les Vikings de Ragnar étaient cruels. Ils pillaient, violaient et tuaient. Mais ils étaient une force de la nature, un ouragan. Guillaume, lui, a apporté en Angleterre quelque chose de bien plus effrayant. Une cruauté froide et bureaucratique. Il n'exterminait pas les gens par plaisir ou vengeance, mais pour l'ordre. C'étaient les mathématiques de la mort. Après cela, l'Angleterre s'est tue. L'épine dorsale de la résistance anglo-saxonne a été brisée à jamais. Le joug normand s'est posé sur les épaules de l'île comme une lourde cotte de mailles. Le pays s'est couvert de châteaux, des prisons de pierre, d'où les nouveaux seigneurs surveillaient chaque soupir du peuple conquis. Mais l'histoire a un humour noir. Guillaume, l'homme qui a fait pourrir des milliers de personnes vivantes, a eu une mort qu'on peut difficilement qualifier de digne d'un roi. L'an 1087, la ville de Rouen. Guillaume se meurt. Il est vieux, incroyablement obèse, son ventre est énorme. Lors d'une énième campagne militaire, il s'est cogné ce ventre contre le pommeau de sa selle. Blessure interne, lente agonie, gangrène. Le roi que craignait toute l'Europe meurt dans la solitude. Ses serviteurs, dès qu'il a rendu l'âme, ont pillé la chambre, volant même le linge de lit, et ont laissé le corps nu sur le sol. Mais le véritable cauchemar se produit aux funérailles. Dans l'église Saint-Étienne à Caen, la noblesse se rassemble. On tente de placer le corps du roi dans un sarcophage de pierre. Mais les tailleurs de pierre se sont trompés dans les dimensions. Le corps est trop gros, il a gonflé à cause des gaz et de la décomposition. Les fossoyeurs essaient de le faire entrer de force. Ils appuient sur le ventre du défunt. Et là, se produit ce qui fait fuir chevaliers et évêques vers la sortie, se bouchant le nez d'horreur. Le ventre éclate. Une puanteur monstrueuse remplit la cathédrale, couvrant l'odeur de l'encens. La noble assemblée tourne à la farce. Le roi,
le conquérant, l'homme qui a redessiné la carte du monde, est hâtivement recouvert de terre juste pour arrêter ce cauchemar. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Mais regardez ce qui reste après lui. La fumée s'est dissipée, l'odeur de brûlé s'est évaporée. Que voyons-nous? Nous voyons une Angleterre qui a changé à jamais. Le poison de la fosse aux serpents, où est mort Ragnar, a fait un tour complet. D'abord, il a provoqué la fureur des Marcassins et la Grande Armée. Ensuite, il a forcé les Saxons à s'unir et à créer un royaume unifié sous Alfred. Puis, il a poussé les Vikings vers la France, où ils sont devenus des Normands. Et enfin, ce virus muté est revenu en Angleterre, dans les gantelets d'acier de Guillaume, pour coudre ses deux moitiés, le nord et le sud, avec des fils d'acier. La Grande-Bretagne d'aujourd'hui est l'enfant de cette violence. La langue anglaise est un hybride. Regardez, les animaux dans le champ sont appelés par des mots saxons, cow, sheep, swine, et la viande sur la table par des mots normands, beef, mutton, pork. Pourquoi? Parce que les Saxons élevaient le bétail et les Normands le mangeaient. Le sang de Ragnar Lodbrok et le sang du roi Aella n'ont pas disparu. Ils se sont mélangés. Chaque goutte versée à York, Eddington, Hastings et dans le Yorkshire calciné est devenue le ciment des fondations d'un empire qui, des siècles plus tard, conquéra la moitié du monde. L'histoire de Ragnar n'est pas un conte sur un héros, c'est un avertissement sur le fait que la vengeance est la source d'énergie la plus puissante et la plus incontrôlable de l'histoire. Un vieil homme dans une fosse a murmuré une malédiction, et elle a détruit l'ancien monde pour en construire un nouveau sur ses ossements. Et maintenant, posez-vous la question. Nous aimons regarder ces événements comme une barbarie sauvage. Nous sommes horrifiés par l'aigle de sang et la dévastation du Nord. Mais regardez le monde moderne. La manière dont les États règlent leurs conflits aujourd'hui. Blocus économique, frappes ciblées, guerres hybrides. L'essence a-t-elle changé? Ou avons-nous simplement appris à cacher notre viking intérieur derrière de beaux mots sur la démocratie et la sécurité? Tout comme Guillaume cachait sa terreur derrière des mots sur le droit divin et l'ordre. Peut-être que la fosse aux serpents n'a disparu nulle part. Nous avons simplement appris à la rendre confortable.